Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Depuis quelque temps, j'ai remarqué que nombre d'utilisateurs de Tesla qui découvrent leur voiture et l'écosystème de la marque utilisent parfois mal le réseau de superchargeurs. J'ai aussi remarqué que l'ouverture d'une partie du réseau de recharge rapide Tesla à toutes les marques a fait arriver des utilisateurs qui n'ont aucune idée des différences et subtilités des différentes versions de superchargeurs. Au final, cela génère frustration et insatisfaction qu'il est facile d'éviter si on connaît quelques règles d'usage basiques. Dans cet épisode, je vais vous présenter le réseau de superchargeurs et son architecture en fonction des versions des bornes installées et comment les utiliser au mieux. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Pour cet épisode, j'ai décidé de vous faire au passage un mini road trip qui va nous mener de superchargeur en superchargeur. J'ai toutefois tourné les explications en studio car malheureusement la météo n'était pas de mon côté. Pour le matériel comme pour la qualité audio, c'était loin d'être idéal. Donc j'espère que ceci vous plaira. Nous allons donc nous rendre sur les 3 versions de superchargeurs disponibles en Europe. Si vous avez besoin d'informations spécifiques, un chapitrage est à votre disposition dans la barre de lecture, ce qui vous permettra d'aller à l'information que vous souhaitez ou revenir sur un point que vous n'auriez pas compris. Ceci étant dit, on peut démarrer. Pour commencer, il faut parler d'histoire et de technique. Le réseau de recharge rapide Tesla a vu le jour le 24 septembre 2012 en Californie. S'il n'est pas le premier réseau du genre, un autre ayant été créé à l'état embryonnaire dans les années 1970 pour la Mars 2, une Renault 10 électrifiée, il n'en est pas moins original dans sa forme. Techniquement, les recharges rapides, c'est du courant continu. Contrairement au courant alternatif de votre prise domestique, il est directement injecté dans la batterie sans recours au chargeur interne de l'auto. C'est cela qui permet d'avoir de fortes puissances de charge. Pour obtenir un large réseau très dense, Tesla a misé sur la standardisation. Le superchargeur est donc composé de 2 parties. L'armoire reçoit le courant alternatif du réseau et le redresse en courant continu. Pour ce faire, il comporte des chargeurs de batterie. Ces chargeurs sont ceux qu'on trouve habituellement dans les voitures Tesla, mais ils sont présents en plus grand nombre. Au lieu d'un ou deux, on en a des dizaines en série ou en parallèle. Pour les premières versions V1 et V2, chaque armoire alimente 2 stalls. Les V3 et au-delà alimentent 4 stalls. Les stalls sont là pour distribuer le courant. Et c'est tout. La borne que vous voyez n'a pas de fonction de redressement de courant. C'est une architecture que vous retrouverez sur tous les superchargeurs, quelle que soit la version, mais la technologie évolue constamment pour de meilleures performances. En 2023, Tesla a inauguré sa 50 millième borne dans le monde et accélère encore le déploiement de son réseau. À ce jour, c'est le réseau rapide le plus étendu au monde et il devient de plus en plus rare de ne jamais y avoir recours. D'où cette vidéo. Au départ totalement gratuits, les superchargeurs sont devenus payants pour la majorité des utilisateurs. Elon Musk avait prévu cette évolution dès le début, mais aussi l'ouverture à d'autres constructeurs. Maintenant qu'on a l'histoire, allons faire un peu de pratique, et pour le faire, il faut tout d'abord savoir où trouver les superchargeurs. Pour les localiser, Tesla offre 3 manières de faire. Premièrement, vous avez la carte des superchargeurs sur le site tesla.com. On peut noter qu'il y a 2 logos différents, l'un pour les utilisateurs de voitures Tesla uniquement et l'autre pour toutes les voitures électriques. Ces derniers sont en constante augmentation et je vous invite à consulter régulièrement la carte. En préparant cet épisode, j'ai découvert pour ma part que pas mal de stations V2 s'ouvrent en ce moment à toutes les marques. Et ça m'arrange bien, puisque seuls les V2 me permettent de recharger ma moto. Donc je pourrais avoir un meilleur maillage de recharge pour ma moto grâce au superchargeur V2 ouvert à tous. À chaque emplacement, vous pouvez cliquer sur le logo, ce qui ouvre une fenêtre d'information basique. Puissance, disponibilité et tarifs pour les véhicules non Tesla sont indiqués. On note qu'il n'y a pas de tarif indiqué pour les conducteurs de Tesla. Et c'est normal. En effet, chaque superchargeur a un tarif spécifique pour les Tesla
Et ça nous amène à la seconde manière de trouver les superchargeurs. Mais ça, c'est que pour les conducteurs de Tesla uniquement. Les autos Tesla ont un planificateur d'itinéraire intégré à la navigation. Même sans indiquer de navigation, un petit clic sur le logo superchargeur vous fait apparaître les localisations des bornes du réseau. Les points rouges vifs sont ceux que vous pouvez atteindre avec la charge restante de votre auto. Et ceux en gris sont ceux que vous ne pouvez atteindre qu'après une charge intermédiaire. Comme pour le site, vous pouvez cliquer sur un superchargeur et obtenir les mêmes informations, mais avec des données complémentaires. Vous avez les tarifs pour les Tesla, des photos et des liens vers les commodités présentes autour des superchargeurs. Vous pouvez faire une recherche de restaurant par exemple par ce biais directement. En plus, vous voyez en temps réel l'occupation des bornes, ce qui aide à faire le choix de la localisation en cas de congestion. Lorsque vous utilisez le planificateur dans la voiture, c'est la navigation qui décide des emplacements de recharge. Mais vous pouvez également les programmer manuellement. On verra cela un peu avant notre road trip. Pour les conducteurs de voitures non Tesla, c'est dans l'application mobile que ça se passe. Premièrement, vous téléchargez l'application sur votre téléphone et vous créez votre compte. Après avoir mis vos informations de facturation ainsi qu'un moyen de paiement, il vous suffit de vous rendre sur votre profil. C'est le logo en haut à droite de l'écran. Vous faites défiler les images vers la droite et vous allez sur « Charger votre non Tesla ». La carte apparaît centrée autour de votre localisation. Vous découvrez alors les points superchargeurs autour de vous, où se trouvent les mêmes informations qu'on va avoir sur le site, mais avec en plus le nombre de bornes disponibles. En ouvrant la liste en bas de l'écran, vous pouvez chercher toutes les localisations que vous souhaitez également. Voilà, maintenant que vous savez où vous rendre pour charger, voyons comment lancer la charge. Pour les propriétaires de Tesla, rien de plus simple. Appuyez sur le bouton placé sur la prise pour ouvrir le port de charge et branchez. C'est bon, ça charge. Pour les utilisateurs de véhicules non Tesla, il y a une étape supplémentaire. Lorsque vous êtes garé devant une borne, allez tout d'abord voir son numéro. Si vous êtes sur la borne 1A du superchargeur de Strasbourg par exemple, vous cliquez sur le point rouge, puis sur « Charger maintenant ». Vous aurez alors la liste des bornes disponibles. Vous sélectionnez la 1A et cliquez « Démarrer la recharge ». Vous avez 1 minute pour brancher l'auto et la recharge peut alors commencer. Vous pouvez suivre l'avancée de la charge sur l'application et en voir le coût réel. Le paiement se fait via l'application encore une fois et le moyen de paiement que vous avez renseigné au moment de créer votre compte. Une fois la charge finie pour tous les utilisateurs, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de la prise et de débrancher. Vous pouvez bien entendu interrompre la charge à tout moment. Attention toutefois, les superchargeurs sont destinés à des recharges en voyage et donc peuvent être fortement utilisés. C'est pourquoi il existe 2 dispositifs tarifaires pour inciter le client à quitter la borne sitôt sa charge finie. Le premier est la présence de frais d'occupation injustifiés. À la fin de la charge, vous avez 5 minutes pour débrancher votre auto, sinon vous pouvez être facturé de 1 € par minute d'occupation supplémentaire. Cette pénalité n'est activée que si 50% des stalls du lieu de charge sont occupés, mais personnellement, je préfère débrancher et déplacer ma voiture dans tous les cas. Le second dispositif n'est pas encore totalement en vigueur en France, mais il est en cours de mise en service. Lorsqu'un superchargeur enregistre un fort taux d'utilisation, les bornes limitent automatiquement la charge à 80% de la batterie au maximum. Vous pouvez toutefois décider de passer outre en augmentant manuellement la limite de charge dans la voiture, si vous en avez besoin. Si le superchargeur est congestionné et que vous chargez au-delà des 80% préconisés, en France, vous serez facturé de 50 centimes la minute au-delà des 80% de charge, en plus du coût du kilowattheure. Voilà donc pour le tronc commun de tous les superchargeurs Tesla. Bien, je vous avais promis qu'on programmerait un itinéraire en manuel. Eh bien, on va le faire directement d'ici. Première chose, on va se définir une destination. On va prendre Lyon par exemple. Voilà, Lyon. Zou, c'est programmé. Donc là, il va passer par Mulhouse, Besançon, Dardy. Sachant que là, il va calculer en fonction de l'autonomie qui me reste à maintenant. Ce calcul va forcément changer lorsque la voiture
va recharger. Alors là, elle est à 143 km d'autonomie, donc je n'ai pas suffisamment d'autonomie pour aller au superchargeur que je veux. Donc, on va programmer ça un petit peu différemment et on va le mettre en manuel. Même si vous verrez que il y a peut-être des chances qui me disent attention, vous n'arriverez pas à destination, etc. parce que ma voiture est en cours de charge. Je vais appuyer sur l'icône superchargeur et là, vous voyez ce qui est en rouge, c'est ce que vous atteignez, ce qui est en gris, c'est ce que vous n'atteignez pas. Par contre, vous voyez qu'ici, il y en a un à Belfort, Montbéliard. Allez, on va prendre celui-là et je vais l'ajouter. Donc ensuite, j'en ai un ici à l'aire du Poulet de Bresse. Ça, c'est Bourg-en-Bresse. Non, celui-là, il m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Aire du Jura. L'aire du Poulet de Bresse. L'aire du Jura, moi, j'aime bien, mais c'est relativement proche. Donc, moi, je vais me mettre... Allez, l'aire du Poulet de Bresse. Bam. Donc, vous voyez que là, j'en ai 100 000. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller dans Modifier trajet. Et je vais mettre déjà l'aire du Poulet de Bresse après Montbéliard. Puisque sinon, ça risque d'être un petit peu zigzag. Voilà, maintenant j'ai mes superchargeurs qui sont programmés comme je le veux. En revanche, vous voyez qu'il me rajoute toujours Mulhouse. Si vous le laissez comme ça, le superchargeur de Mulhouse va disparaître lorsque vous aurez assez d'autonomie pour aller jusqu'à Montbéliard. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Vous faites retirer les arrêts de charge. Et là, par contre, vous n'avez plus que les superchargeurs que vous avez sélectionnés. Personnellement, je procède en général comme ça. Quand je fais des grands trajets, je programme mes superchargeurs manuellement parce que je sais où je veux m'arrêter, tout simplement. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de mettre un superchargeur en destination? C'est d'informer la voiture qu'on va procéder à une recharge. Une Tesla va enclencher le préconditionnement thermique de la batterie en temps voulu. Cela permet de recharger dans les meilleures conditions. Lorsque la batterie est à bonne température, la charge est plus rapide et moins impactante pour la durée de vie. Il est maintenant temps d'aller voir 3 modèles de stations de superchargeurs différents. Voilà, nous sommes au premier superchargeur de la série, un V2. Les superchargeurs V2 sont les plus lents présents en Europe. Ils délivrent 150 kW maximum sous 400 volts. La particularité de ces bornes est que la puissance d'une armoire est divisée entre les deux bornes d'un même numéro. Si vous avez deux autos branchées sur le 1A et le 1B, chacun n'aura que 74 kW au maximum. Attention, je parle bien des puissances maximales et plusieurs facteurs peuvent réduire celles-ci, comme la température, l'état de charge de la batterie, mais aussi la disponibilité du réseau électrique. En France, ça se passe plutôt bien, mais un récent voyage en Pologne a bien illustré l'importance d'un bon réseau électrique pour une recharge rapide optimale. La puissance peut également être limitée par la voiture, parce que vous avez une auto qui ne charge pas à 150 kW. Pour en revenir à l'utilisation, si vous arrivez alors que le point de charge n'est pas plein, privilégiez une paire de bornes libres. Si vous vous garez sur une paire où il y a déjà une voiture en charge, vous perdrez du temps si votre voiture accepte plus de 74 kW. Pour reconnaître les bornes V2, rien de plus simple. Ce sont les seuls superchargeurs équipés de 2 cordons de charge. Le premier a une prise T2 qui n'est destinée qu'aux anciennes Tesla modèle S et X comme la mienne. N'essayez pas de vous charger sur cette prise avec une autre auto, cela ne fonctionnera pas. Je pense en particulier aux Zoé non équipés de CCS. N'essayez même pas, le courant est continu, et la Zoé sans CCS n'accepte que du courant alternatif. La seconde prise est destinée à toutes les autres autos, elle est en combo CCS 2. C'est la norme européenne. En théorie, tous les véhicules équipés de cette norme peuvent charger sur cette prise du moment que le superchargeur est ouvert à tous. Il est à noter que pour certains constructeurs, il y a encore des bugs de connexion, parce qu'ils ne respectent pas totalement le protocole normalisé. J'attire également votre attention pour les voitures qui disposent d'une architecture à la tension supérieure à 400 volts. La recharge se fait, mais au travers d'un dispositif installé dans l'auto, un booster de tension. J'en reparlerai dans une future vidéo parce que je trouve que c'est intéressant.
Pour les connaisseurs, c'est en gros un convertisseur DC-DC, mais un petit peu balèze. Si je prends l'exemple d'une Kia EV6 par exemple, sa recharge maximale est de 233 kW. On pourrait donc penser qu'elle accepte bien les 150 kW sans souci. Eh bien en fait, pas du tout. Pour délivrer 150 kW sous 400 volts, la borne délivre une intensité de 375 ampères. Or, si la voiture accepte 233 kW, elle doit disposer d'une tension de 800 volts pour cela, et donc n'accepte que 291 ampères au maximum. La puissance maximale de recharge pour une V6 sera donc de 116,5 kW, soit 291 ampères sous 400 volts. Ceci est également valable pour toutes les bornes 400 volts du marché, et donc sur celle dont nous allons parler maintenant, le superchargeur V3. Nous sommes maintenant à Vendenheim, sur un superchargeur V3. Identique au V2 en apparence, il est toutefois reconnaissable grâce à son câble unique. Il s'agit d'une prise combo CCS2 et les modèles S et X d'ancienne génération doivent disposer d'un adaptateur, mais aussi du boîtier de communication avec la borne pour pouvoir se charger. Lors de la recharge, vous vous rendez compte que la borne fait du bruit. Contrairement à la V2, elle est en effet équipée d'un système de refroidissement liquide du câble. C'est ce qui provoque ce son dans la borne. La puissance maximale à la prise est de 250 kW sous 400 volts. Mais cette fois, elle n'est pas partagée entre les bornes alimentées par la même armoire. Le placement est donc moins contraignant puisque même si les 4 bornes sont occupées, elles peuvent recevoir 250 kW chacune. Toutefois, il y a plusieurs cas où le placement sera tout de même primordial. Premièrement, si vous tractez une remorque. Tesla a prévu sur ce superchargeur une place à cet usage entre autres. La remorque se trouverait ici, tandis que la voiture charge sur la borne qui est dans l'autre allée. Voilà pourquoi tout conducteur arrivant sur ce superchargeur devrait laisser cette place disponible s'il ne tracte pas, sauf si c'est la dernière à être libre. Deuxièmement, cette place peut servir pour les autos qui ont un port de charge à l'opposé d'une Tesla, donc à l'arrière droit ou à l'avant gauche, ce qui permet de se charger sans bloquer deux prises comme ce serait le cas si vous vous chargiez au milieu. La place est également suffisante pour se garer de biais pour les autos ayant un port de charge central à l'avant. Cela permet de pallier à une longueur de câble relativement réduite. Pour le prochain superchargeur, ce problème est résolu. Et nous allons en parler dans la toute dernière génération de superchargeurs, le V4. Lorsqu'on arrive sur un superchargeur V4, on ne peut pas le rater. Les bornes sont beaucoup plus massives que celles des V2 et V3 tout en offrant un design totalement différent. Plus hautes, elles disposent de câbles plus longs pour s'adapter à tous les types de voitures. Plus de problèmes de placement cette fois-ci. D'un point de vue technique, elles peuvent délivrer jusqu'à 615 kW sous une tension de 1000 volts. Avoir une telle puissance n'est pas utile en ce moment, mais Tesla anticipe les développements futurs. C'est toutefois un bon point pour les autos disposant d'architecture 700, 800 ou 900 volts comme les Porsche Taycan, Kia Hyundai sur les plateformes iGMP ou les Lucid. Pourtant, lorsqu'on regarde sur le site internet, il est surprenant de voir que la puissance est limitée à 250 kW sur ce superchargeur. Mais pourquoi? Pour essayer de comprendre, je suis allé voir sur la fiche signalétique apposée sur l'armoire. Elle n'est pas super lisible, mais si vous saviez le nombre de trésors d'ingéniosité que j'ai dû déployer pour obtenir cette photo, vous comprendriez que j'ai pas pu faire mieux. La tension qu'on peut lire sur cette fiche est de 300 à 1000 volts. On est bien en présence d'une armoire V4. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il y a certains superchargeurs V4 qui sont équipés d'armoires V3. Rien ne s'y oppose d'un point de vue technique, mais pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré ce type de superchargeur dans mes voyages. Donc soit il y a une limitation logicielle, soit il n'y a tout simplement pas de limite et Tesla, par simplification, a simplement affiché sur son site 250 kW parce que ces autos ne chargent pas plus vite. Du coup, reste à voir si les voitures disposant de tensions d'architecture très élevées
peuvent dépasser les 250 kW ou s'il y a bien une limite logicielle. Ça, je vous invite à aller faire des tests si vous avez une voiture concernée. On notera également que Tesla anticipe aussi les futures obligations, comme le paiement par carte bancaire. Les STL V4 sont en effet équipés de terminaux de paiement sans contact, mais ils ne sont pas activés. Voilà pour les différentes versions des superchargeurs. Il en reste bien un type que je ne traiterai pas ici, parce qu'il est uniquement présent aux États-Unis. Il s'agit d'une borne à puissance réduite pour un usage urbain. En conclusion, je vais faire une petite synthèse de ce que nous avons dit aujourd'hui. Premièrement, vous trouvez les superchargeurs grâce à 3 sources. Le site Tesla, les voitures Tesla et l'application mobile. Deuxièmement, pour charger sur une borne superchargeur, il suffit de brancher une Tesla. Ou d'aller en plus sur l'application Tesla pour activer la charge pour les autres. La facturation se fait toujours via l'application. Troisièmement, le respect de certaines règles favorise l'expérience de tous les utilisateurs. On débranche et on se déplace sitôt la charge finie, et on ne charge que ce qui est nécessaire pour continuer son voyage. On laisse les places destinées aux utilisateurs qui tractent une remorque ou qui ont un port de charge placé différemment de celui des Tesla aussi libre que possible. Quatrièmement, on choisit un superchargeur en fonction de ses préférences, mais aussi de son occupation ou de la puissance admissible de son auto. Les V2 sont en 150 kW, les V3 sont en 250 kW et les V4 sont théoriquement en 615 kW. Les V2 et V3 sont en 400 volts maximum et les V4 en 1000 volts maximum. Donc si vous roulez en Zoé, utiliser un V2 suffira largement et ça n'ira pas plus vite sur un superchargeur plus rapide. Un V3 est adapté à toutes les autos qui chargent jusqu'à 250 kW en 400 volts, comme les Tesla. Et si vous avez une auto de type Porsche Taycan ou Audi e-tron GT, je vous conseille de privilégier les V4 ou des bornes 350 kW autres que les superchargeurs Tesla, du moins si vous voulez gagner le maximum de temps. Au final, l'utilisation des superchargeurs est simple, mais connaître les petites subtilités vous permettra de profiter à plein de votre voiture électrique. En plus, cela permet de prendre le temps de discuter avec les autres utilisateurs lors de la recharge. Je finirai donc sur cette note humaine en disant à tous les propriétaires de voitures électriques qui se rencontrent sur les points de charge, discutez, échangez, et ne voyez plus la recharge comme une contrainte. Voyez-la comme une opportunité de faire tomber la pression d'un voyage, comme un moment de détente ou d'échange cordial. Si vous décidez d'appliquer ça, qui sait ce que cela vous apportera? Moi en tout cas, je le sais déjà et j'apprécie. Alors, tant qu'à faire, essayez. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao!